Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation « Une valeur refuge contre l'inflation monétaire ». Alors, c'est un sujet que je n'ai pas parlé beaucoup, hormis la bande dessinée qu'on a fait l'année dernière sur la spirale des devises. Pourquoi refaire une deuxième présentation sur ce sujet? C'est qu'on l'avait fait lorsque le gouvernement américain et canadien avait fait les PCU ainsi que l'émission énormément de nouvelles devises au printemps dernier. Et finalement, la deuxième cloisonnement qu'on a eu cet automne et puis l'impression massive d'argent qui s'est fait au cours des derniers mois nous a amené à se questionner, à savoir quels pourraient être les impacts de toute cette impression d'argent-là. Et on va voir des graphiques dans la présentation qui va vous montrer l'ampleur de l'augmentation de la masse monétaire. Et juste avant de commencer sur notre situation à nous, je vais vous ramener en arrière. Je vais vous donner un exemple un peu frappant, mais dans mon cours d'histoire, de l'histoire de l'Allemagne que j'ai fait à l'Université de Montréal il y a plus de 25 ans, ce qui m'avait frappé dans l'histoire de l'Allemagne, ce n'était pas nécessairement les guerres, je les connaissais déjà, mais j'étais très peu au fait de l'effondrement de l'argent du mark en 1923. J'ai voulu retourner un petit peu dans mon bagage d'histoire pour regarder exactement ce qui s'est produit à cette époque-là. Je ne dis pas que la situation est comparable à ce qu'on vit ici en Amérique du Nord, mais il y a quand même beaucoup de sagesse à retenir de cette situation-là. Alors, pour comprendre, c'est que l'Allemagne, en 1914, décide de se détacher le mark, le dollar allemand, de l'étalon or en 1914 pour aider l'Allemagne à vraiment faire fonctionner sa machine de guerre. Donc, il y a une impression massive de billets qui se font de 1914 à 1918. Ça s'accompagne par pas vraiment une inflation plus grande que la France ou l'Angleterre à la même époque. En 1919, c'est le traité de Versailles. L'Allemagne se fait imposer les réparations de guerre de la France et l'Angleterre. Et puis, pour pouvoir continuer à faire fonctionner son économie et pouvoir aussi faire les réparations de guerre, l'Allemagne continue à faire imprimer plus de billets d'argent pour faire fonctionner tout ça. Donc, ce que ça crée dans la période 1919-1922, ça crée une période une bulle immobilière qui est suivie par une bulle boursière, puis finalement un éclatement à la fin de 1922. Et ce que ça fait aussi, c'est que il y a comme un retard dans les paiements qui sont faits à la France à la fin de 1922. Puis il se passe un événement diplomatique important, c'est que devant le non-paiement des réparations à la fin de 1922, l'armée française, en début janvier 1923, entre en Allemagne pour se payer elle-même. Qu'on peut voir sur la photo, on voit un soldat français qui garde un convoi de charbon. Donc, les Français ont décidé de se payer en charbon et en bois. Et ça crée une crise de confiance énorme. Je pense que ça crée un traumatisme en Allemagne. Et puis, ce qui se produit, c'est qu'il y a un éclatement du mark allemand qui, finalement, les marchés financiers perdent confiance. Les gens cherchent refuge. Donc, les marchés financiers décident de se diriger sur d'autres choses. Donc, ils convertissent leur argent contre d'autres devises et aussi contre de l'or et de l'argent. Et ça crée une situation hyper inflationniste de janvier 1923 à octobre 1923, donc sur une période de 10 mois, le mark allemand perd complètement sa valeur. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui nous attend, mais quand même, il faut comprendre que l'impression massive, comme on peut voir ici dans le graphique sur le Canada qui est à gauche et le graphique ici à droite sur l'impression de masse monétaire aux États-Unis, on voit que dès 2008, il y a eu une impression massive de billets d'argent dans ces deux pays-là, mais qui est accompagnée avec la pandémie, vraiment une accélération très importante du nombre de billets d'argent qui sont dans l'économie. On a vu ce que ça peut faire dans une économie lorsque tout le monde décide, je parle du syndrome du papier de toilette, c'est un petit peu ça qui peut arriver justement quand tout le monde cherche à se diriger sur les mêmes denrées. Que ce soit justifié ou non, ça peut créer comme un mouvement de panique et puis les gens décident de vraiment se diriger sur une chose. Là, je prends l'exemple du papier de toilette, mais ça pourrait être éventuellement, s'il arrivait quelque chose, ça pourrait être d'autres choses. On voit aussi à l'heure actuelle toute cette impression d'argent-là créer une bulle qui, selon nous, est artificielle dans l'immobilier puis dans la bourse. Ça veut dire que
comme l'argent ne se dirige pas dans l'économie réelle, elle doit aller ailleurs. Alors, les gens qui reçoivent ces masses d'argent-là la déploient, étant donné que les taux d'intérêt sont excessivement bas, ils la déploient pour essayer de le placer. Fait que ça crée la bulle boursière. Puis, cette bulle boursière-là a aucun lien avec l'économie réelle qu'on a actuellement. Qu'est-ce qui pourrait faire éclater cette confiance-là sur la devise, comme c'est arrivé en Allemagne? On a vu qu'en Allemagne, c'est quand l'armée française a décidé de venir se payer directement en charbon et en bois en 1923. Alors, à partir d'ici, on sait que les Chinois détiennent énormément de devises. Est-ce que les Chinois, pour avoir un problème géopolitique entre la Chine et les États-Unis, c'est certain que lorsque va éclater la bulle boursière ainsi que la bulle immobilière, ça pourrait aussi créer un contexte de perte de confiance dans le système. Puis le nombre de faillites aussi pourrait accélérer ce phénomène-là. Je reviens sur un graphique dont j'ai parlé dans ma dernière présentation, juste pour vous réactualiser. À l'heure actuelle, la bourse, comme on voit ici dans le graphique, du 11 mars 2021, la bourse américaine se transige un sommet jamais atteint par rapport à l'économie. J'ai envoyé le graphique à plusieurs d'entre vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, la bourse se transige à 80 de la valeur du produit intérieur brut des États-Unis. Et au moment où je vous parle, le ratio est comme 226 plus élevé que l'économie réelle des États-Unis. Juste pour faire un chiffre rapide, l'économie américaine l'année dernière tournait autour de 20 trilliards. Normalement, la bourse devrait être peut-être autour de 16, puis au moment que je vous parle, elle dépasse largement les 40, puis même peut-être 45 trilliards. On voit l'autre phénomène ici, on voit les marges. Ça veut dire que dans la dernière année, dans le graphique qu'on voit ici, c'est l'amplitude de marge. Ça veut dire des gens qui jouent à la bourse, mais sur marge. Fait qu'on voit qu'on a atteint un niveau qui n'était jamais atteint auparavant, même pendant la bulle de 2000. Je veux dire, le taux de marge est plus élevé actuellement que même pendant la bulle technologique. L'autre phénomène que je parlais tout à l'heure, c'est que le prix de l'immobilier aux États-Unis qui s'était apprécié grandement de 2002 à 2007 jusqu'à son éclatement, on voit que la courbe bleue, on voit que l'immobilier a réduit dans les années qui ont suivi de 2007 jusqu'à 2012, mais depuis 2012-2013, la bulle immobilière est repartie et de plus belle dans la dernière année. Donc, tout ça fait en sorte que ça met le système économique, le système boursier quand même en danger lorsque ça éclate. Puis là, on se dit, mais si jamais l'inflation monétaire qu'on a eue pouvait créer une pression, quelles sont les valeurs refuges historiques qui permettent de se protéger? C'est certain que le Bitcoin a joué un grand rôle dans les 4-5 dernières années. Beaucoup de gens ont cherché à avoir du refuge à l'intérieur du Bitcoin, l'immobilier. Mais comme ces choses-là sont déjà surévaluées, nous, on a mis l'emphase sur un des métaux précieux qui est le plus en rabais à l'heure actuelle. C'est pas que l'or ne jouera pas ce rôle-là, ni le cuivre, comme on voit dans la photo, mais on pense que l'argent, à l'heure actuelle, est un des 3 métals précieux qui est le plus sous-évalué. Pourquoi en parler? On trouvait que la bande dessinée était très explicite sur le sujet, mais on voulait aller un petit peu plus loin pour expliquer que la raison pour laquelle on investissait dans l'or, c'était vraiment pour se protéger contre l'inflation monétaire. Puis ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'inflation monétaire, ce n'est pas l'inflation économique comme on a connu peut-être à d'autres périodes de l'histoire, comme dans les années 80. Ce n'est pas une surchauffe économique qui crée la hausse des prix qu'on a actuellement. C'est vraiment plus le fait d'avoir imprimé énormément d'argent, puis cet argent-là cherche des alternatives ou à être placé pour juste rester en argent. Donc, pour nous, le métal argent est une de ces possibilités-là de pouvoir protéger la valeur de vos dollars. La raison pourquoi on choisit plus l'argent par rapport à l'or, c'est que historiquement, le différentiel entre l'or et l'argent est de 15 fois. Puis au moment que je vous parle, on est à 70 fois de différentiel. Alors qu'il se mine, alors actuellement, comme je l'ai expliqué dans la bande dessinée à ma fille, il se mine seulement 8 fois plus d'onces d'argent que d'onces d'or. Alors pourquoi il y a un différentiel de 70 fois? C'est très difficile à expliquer pour nous, c'est un non-sens. Donc, le fait d'acheter le métal argent, c'est une belle manière de pouvoir se protéger, puis en même temps de juste se réactualiser par rapport au prix de l'or. L'utilisation industrielle de l'argent est très stable depuis plusieurs années. Ce qui est moins stable, c'est la productivité qui baisse. Donc, juste entre l'offre et la demande, il semblerait manquer autour de 200 millions d'onces d'argent par année.
Donc, ce qui veut dire, c'est que le manque à miner qui se fait va être cherché dans les réserves. Puis c'est très difficile de savoir les réserves actuelles qu'il y a dans le monde de l'argent, mais l'argent, il y aurait peut-être juste 3 fois plus de réserves, de tonnage de réserves d'argent par rapport aux réserves d'or. Donc, c'est encore moins compréhensible le différentiel entre l'or et l'argent actuellement. Comme un ingénieur minier m'expliquait, c'est que l'argent est un métal non élastique. Ça veut dire que 80% de tout l'argent qui est miné à l'heure actuelle vient de d'autres secteurs du monde minier. Ça veut dire que ça vient des mines d'or, des mines de plomb, de zinc et de cuivre. Donc, il y a très, très peu de mines d'argent. Alors, comment investir dans le secteur des métaux précieux? Bien, on peut acheter directement par l'entremise d'un fonds qu'on considère très fiable, qui est géré par Sprott, et possibilité d'acheter les métaux d'argent. On peut aussi acheter l'or. Et puis nous, à date, on a privilégié de pouvoir acheter le fonds d'Eric Sprott sur l'argent qui garde les réserves d'argent qu'il a à la monnaie canadienne. Alors, écoutez, ça me fait plaisir de faire ce supplément-là au niveau d'une valeur refuge contre l'inflation monétaire. Si vous avez des questions, surtout pas, n'hésitez pas, contactez-nous. Je vous remercie, à bientôt et bonne lecture pour ceux qui n'ont pas encore lu la bande dessinée.